Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Pour bien débuter cette nouvelle année, on lève notre chapeau à nos voyants qui nous facilitent la vie. On a tellement aimé ça être avec vous la semaine dernière pour Noël, le 25 décembre, qu'on a décidé de réitérer et d'être là aussi cette semaine pour le jour de l'an. Mais tout d'abord, bonne année 2021 à tous et toutes qui nous écoutez. Et là, je vous entends, vous dites, oui, 2020 n'a pas été facile, on ne sait pas ce que 2021 nous attend, mais on a le droit d'espérer que ce soit une meilleure année. J'ai de la misère à croire qu'on va avoir 2 années consécutives aussi pires. Mais bon, hein, on est au tout début, alors on va bien voir, on va se croiser les doigts, on va se souhaiter. Et on va tout d'abord souhaiter de se trouver des façons de fonctionner différemment et de ne pas s'ennuyer. Et avec Connaissez-vous, bien c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de vous donner du contenu à écouter qui va vous donner d'autres idées par la suite, que ce soit de se faire des amis ou des idées d'activités, de bénévolat et tout et tout. Et parlant de bénévolat, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un petit compte-rendu, un peu comme on a fait la semaine passée, mais cette fois-ci avec nos voyants, ceux que l'on côtoie dans notre milieu, soit dans nos associations ou soit dans notre milieu de travail. Et vous le savez, hein, j'en reçois de temps en temps qui n'ont aucun problème de vision et qui acceptent de venir nous parler de leur contact avec les personnes non-voyantes, avec le milieu et avec soit leur implication bénévole ou leur travail. Donc, c'est ça que je vous propose aujourd'hui, en ce 1er janvier. Faire un petit coucou, un petit clin d'œil, un coup de chapeau, appelez ça comme vous voulez, à nos voyants. Alors, on commence immédiatement et notre premier extrait, ça lui revient, hein, c'est le premier voyant qui a accepté de participer à Connaissez-vous et je vais être très honnête avec vous. Moi-même, j'étais surpris qu'il accepte et c'est même lui qui m'a proposé de participer quand il a su que je commençais un projet. Mais je pense qu'il ne savait pas que je voulais faire des entrevues aussi longues. Quand il l'a réalisé, il ne s'est pas rétracté, mais il a dit « Je pense pas d'être capable de faire une entrevue de 45 minutes, tout ça. » J'ai dit « Bah, regarde, on va faire l'entrevue qu'on fera et on verra bien. » Et finalement, ça a donné une très bonne entrevue dont on me parle encore. Il s'agit de l'émission numéro 5, c'était vraiment dans les tout débuts, le 31 mars 2017. Aujourd'hui, on va parcourir les voyants qui ont participé à Connaissez-vous, justement, de 2017 et de 2018 jusqu'en mars 2018. Alors voilà, donc le premier qui s'est lancé, qui a plongé, comme on pourrait dire. Et moi aussi, j'étais dans mes débuts, puis c'était la première entrevue que je faisais avec une personne voyante. Je me demandais comment ça allait se passer. Et surtout avec Alexandre Fulvy, qui est un de mes collègues, toujours à ce jour, en 2021, et qui s'occupe du département de e-texte, le braille électronique. Et l'extrait que j'ai choisi, ça couvre 2 sujets. Tout d'abord, je lui ai posé une question un peu piège. Je lui ai demandé un peu c'était quoi sa perception des personnes non-voyantes avant qu'il en côtoie et après qu'il ait commencé à en côtoyer. Alexandre est arrivé chez Point par Point en 2014 et ça l'a débouché sur un deuxième sujet
Et c'est un voyage qu'il a fait avec une personne non-voyante. Je vous laisse découvrir et peut-être deviner c'était qui. Alors voici l'extrait de l'émission numéro 5 du 31 mars 2017 avec Alexandre Fulvy. Je veux pas être racoleur et tout, mais j'ai beaucoup d'admiration, honnêtement, pour les non-voyants. Je trouve qu'ils ont des défis quotidiens à surmonter, assez importants au jour le jour. Ce qui fait, nous, des fois, bon, en tant que voyants, les voyants, on s'invente des petits problèmes des fois, puis après ça, on se dit, mon Dieu, on l'a tellement facile. C'est sûr aussi, j'ai été étonné à quel point les non-voyants d'aujourd'hui sont beaucoup ouverts sur le monde. Je pense que la technologie a quand même beaucoup aidé à ça. Mais au-delà de la technologie, à tout le moins les non-voyants que j'ai côtoyés un peu plus personnellement, sont beaucoup engagés dans leur communauté. Ils n'ont pas peur de sortir, de faire des activités, de rencontrer des gens. Puis je dis ça parce que moi, personnellement, avoir un handicap comme la non-voyance, je pense que ça me bloquerait beaucoup. C'est quelque chose je pense que c'est facile de se retrancher un peu sur soi-même dans des cas comme ça, plus rester à la maison, devenir craintif et tout. Donc moi, je n'ai que de l'admiration pour les gens que j'ai côtoyés, puis je vois à quel point ils sont actifs dans leur vie, qui ont des projets comme celui-ci présentement. Martin, connaissez-vous quand même, on s'arrête pas à ça, on continue, on fait des projets, on fait des activités, donc... C'est super parce que le projet, c'est d'aller chercher des gens qui peut-être leur manque un petit coup de pouce, des fois que ça leur prend des exemples, que ça leur prend des anecdotes, que ça leur prend... puis si ça peut donner un boost à ceux qui le font déjà, ben c'est aussi déjà ça de prix. Le dernier point que je voulais parler, parce que le temps file quand même, hein, au début, Alexandre, il me dit « peut-être que l'entrevue ne sera pas bien longue. » Mais finalement, je savais que j'allais le faire jaser. Toi, t'aimes ça, faire des voyages, hein, je pense? Je développe tranquillement. Tranquillement, je développe le goût du voyage. Parce que j'ai su, entre les branches, que tu avais fait un petit voyage avec un non-voyant récemment. Oui, effectivement, effectivement. Tu veux nous en parler? C'était où? C'était à New York. C'était à New York, avec quelqu'un avec qui je travaille, je sais pas parfois. Ah, j'ai aucune idée c'est qui. Donc voilà, on a fait un tour organisé de 3 jours en autobus à New York. C'était vraiment très plaisant. Et ça n'a pas été trop difficile pour toi d'être comme les yeux de cette personne-là? Absolument pas. Absolument pas, je pense. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, donc c'est ça. J'en avais discuté avec lui d'ailleurs au départ. Là. J'étais pas là en tant qu'accompagnateur et tout. Là. Moi, c'était vraiment un voyage que ça me tentait de faire. Et puis lui aussi, visiblement. Là. Donc, on y était ensemble. Ça n'a pas nécessairement mis de barrière. C'est sûr, je pense que c'est peut-être pas toujours adapté pour les non-voyants, les tours organisés. Il y a beaucoup de sightseeing, je sais pas comment on dit en français, mais admirer le paysage, disons, et tout. Bon, dans l'autobus, tournez-vous à votre gauche pour admirer tel bâtiment, à votre droite pour admirer tel... Donc ça, il y a peut-être eu de certaines longueurs pour mon ami, mais... Je pense que tu t'inquiètes plus pour l'ami qui a manqué probablement beaucoup de choses, surtout visuelles, surtout à New York, c'est immense, c'est démesuré, non, je dirais, que toi, peut-être que ce que ça t'a comme demandé de plus. Là, peut-être que les gens se demandent c'est qui. Je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. Puis en terminant, je vais te laisser raconter, pour te venger, l'anecdote de ce qui s'est passé le samedi soir. Mon Dieu, laquelle? Il y en a tellement disons que celle de l'après-midi, j'en étais pas vraiment responsable. Mais celle du soir, mettons. Ouais, Martin, en fait, on était dans la chambre d'hôtel. En fin de journée, on était un petit peu fatigués quand même. On fait des grosses journées c'était beaucoup de marche, là. Ce qui fait qu'on entendait un petit bruit un petit peu bizarre dans le couloir. On se demandait c'était quoi. C'était pas très clair. Puis après ça, on a compris que c'était une sirène d'alarme. En fait, c'est une petite voix douce. Ça, c'était pas très bien fait parce que c'était vraiment pas fort, disons. Là. C'était vraiment une petite voix qui nous disait de quitter tranquillement les lieux. Comme c'est une alarme d'incendie, en fait. En utilisant les escaliers. Exactement. Et on était au 10e étage. Et puis Martin aime beaucoup les alarmes. Donc, il y a eu un petit
un petit moment de peur. Et puis là, après ça, il fallait descendre les 10 étages au complet, je crois, à toutes les marches pour se rentrer au rez-de-chaussée, pour finalement se faire dire que c'était une fausse alarme. Il y avait un petit peu de fumée. Je pense qu'on n'a jamais su exactement c'était quoi en la nature de... Il ne disait pas que c'était dans la salle de réception. Ouais, Là, je pense qu'il y avait un petit peu de nature. Sûrement quelqu'un qui avait trop fêté. Qui avait mis qui avait allumé quelque chose trop près du... Exactement. Donc, ils nous ont fait une bonne frousse pour rien. Dans le fond, on est remonté tranquillement par la suite dans la chambre d'hôtel. Je peux dire que j'ai tenu le bras d'Alexandre très, 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 très serré dans l'escalier. Je confirme. En descendant. Puis quand il a été question de remonter, parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait remonter, mais l'alarme sonnait encore, j'ai dit à Alex, on attend que l'alarme s'arrête. Alors, et oui, hein, la personne mystère non-voyante, c'était moi. Alors, Alexandre et moi, on a fait un voyage organisé d'une fin de semaine à New York. Et l'année suivante, on est allé à Boston dans le même style de voyage, la même formule. Et Alexandre, c'est un très bon guide, c'est quelqu'un qui explique bien. Et ça a été très agréable et on en parlait. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est impossible à organiser, mais on aimerait bien ça faire d'autres petits voyages de ce genre ensemble. Ma deuxième invitée voyante qui s'est prêtée au jeu de l'entrevue, c'est ma bonne amie Stéphanie Carrasco. Elle a été présente, connaissez-vous, le 28 avril, donc le mois suivant. Stéphanie, qui est maintenant l'épouse de mon grand ami Frédéric Gauthier, et Stéphanie, qui est mon amie à part entière, hein, parce que ce n'est pas Frédéric qui me l'a présenté, je tiens quand même à vous le spécifier. Ça a une certaine importance. Donc, Stéphanie, l'extrait que j'ai choisi, c'est un extrait, dans le fond, dans lequel elle nous explique que lorsqu'elle est revenue au Canada, je crois que c'est en 2014, et qu'elle a cherché un endroit où faire du bénévolat. Donc, comment elle a découvert son milieu de bénévolat et comment a été ses premiers contacts et ses premières activités à l'intérieur de ce milieu. Alors, voici l'extrait de l'émission numéro 9 du 28 avril avec Stéphanie Carrasco. Avant de repartir du Canada, j'avais déjà fait un peu de bénévolat à quelques places. Mais en revenant, j'avais le goût de trouver mon bénévolat. Parce que à chaque fois que je reçois des appels au bureau, quand je reçois des appels des personnes qui veulent faire du bénévolat, je dis c'est important de trouver le bénévolat qui vous convienne, puis que vous vous sentiez bien dans votre bénévolat, que vous ayez du fun. Parce qu'un bénévolat où on se sent bien, c'est un bénévolat qui dure. Donc, j'ai voulu chercher, trouver mon bénévolat à moi. Je suis allée sur Internet, puis j'ai vu... je suis tombée vraiment... Je pense que quand je dis que la vie nous guide vers des endroits où on rencontre des personnes, c'est de la chance. Mais je cherchais un organisme proche de mon quartier. Donc j'ai tapé Hochelaga Maisonneuve, puis j'ai vu Association des sports pour aveugles de Montréal. D'accord. Donc moi, le lien sport puis aveugle, déjà, même si j'avais arrêté le sport, j'étais curieuse par l'association de ces deux mots. Oui. Donc c'est là que ça m'a amené à prendre contact auprès de l'organisme. Il se trouve qu'ils n'étaient plus du tout à cet endroit-là, donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance, parce que normalement ils n'auraient pas dû, en faisant la recherche que j'ai faite, j'aurais pas dû les trouver. Ça n'aurait pas dû sortir dans ces résultats-là. C'est ça, j'aurais jamais dû la trouver, puisqu'ils sont au plateau Mont-Royal. Donc voilà, mais chanceuse que je suis. J'ai trouvé l'association des sports pour aveugles de Montréal, donc je les ai contactés. Et puis là, c'est là que tout a commencé. J'ai rencontré Jocelyne Richard, la présidente. Puis voilà, c'est grâce à elle que j'ai commencé puis que j'ai continué à m'impliquer. Parce que je me souviens t'avoir déjà posé la question il n'y a pas si longtemps. Dans ta région, en France, tu n'avais pas eu de contact avec d'autres non-voyants. Non, j'avais jamais rencontré de personne ayant une déficience visuelle. Mais marquée. OK. Mais donc, c'est un peu comme les deux mots, sport et aveugle, que ça t'a comme
intrigué puis poussé à aller... Oui, c'est le mot sport qui s'alliait. Là, c'était comme... Moi, ça me dépassait. J'étais... Oh, et puis, j'avais vu dans l'annonce tandem, vélo tandem. Oui. C'était vraiment ça que je me suis dit, waouh. Puis ski aussi. C'est comme des choses... Ouais. Et là, ça a commencé comment à la SAM? Donc, j'ai rencontré Jocelyne Richard au bureau. Puis, donc là, j'étais déjà impressionnée, parce que je sais que Jocelyne Richard a été travailleuse sociale en profession. Donc là, je me suis dit, waouh. Il y avait déjà comme un lien aussi. Puis je trouvais ça admirable d'arriver à occuper ce type d'emploi en ayant une déficience visuelle. Mais je trouvais ça drôle aussi, c'est elle me disait aussi que des fois, c'était plus facile pour elle d'entrer au domicile des personnes par le fait qu'elle ne voyait pas. Ah oui? Parfois, ça me... Bon, voilà, ça peut mettre des fois plus à l'aise les gens. OK. Et là, qu'est-ce qu'on t'a offert comme bénévolat en premier lieu? Est-ce que ça a été tout de suite l'accompagnement en vélo tandem ou si ta première expérience de bénévolat à la SAM, ça a été quoi? Non, le vélo tandem, je trouvais ça cool, puis waouh, là, mais je pensais pas être capable de le faire, par exemple. Sérieusement? Oh, ouais. Non, moi, je partais pour la marche. OK. Puis ça a commencé par la marche. Donc, en arrivant à la SAM, on nous demande qu'est-ce qu'on aime faire, puis qu'est-ce qu'on sait faire. Et là, on coche des cases. Et donc, voilà, j'avais mis la marche. Puis la raquette aussi, parce que je me suis dit, ça doit être pas mal ça. OK, puis là, on était en quelle saison à ce moment-là? Est-ce qu'on était à... Octobre 2014. OK, c'est que le tandem n'était pas comme forcément, il était fini. Oui. Et là, ça a été ça la marche que tu as faite en premier? La marche, donc habituellement, les groupes de marche au Mont-Royal se font le mercredi, mais il se trouve que quand j'ai commencé, il y avait le groupe de marche en question avait fait une sortie au Mont-Royal un samedi. Parce que moi, la semaine, je suis pas disponible. Donc, je suis partie avec ce groupe-là. Et j'étais jumelée avec Nicole Trudeau. Oui. Une personne formidable. Donc voilà, je rencontre une personne formidable, Jocelyne Richard. Oui. Puis une seconde personne formidable, Nicole Trudeau. Donc, Jocelyne, qui est toujours d'ailleurs la présidente. Oui. Puis Nicole Trudeau, qui est une membre, qui a besoin d'accompagnement lors des activités. Oui, mais quelqu'un qui a une vie vraiment extraordinaire. Puis c'est une personne qui est super intéressante et intéressée, je veux dire, ce qu'il y a de bien avec l'Association des sports pour aveugles de Montréal, c'est qu'on fait du sport, mais en même temps, on a le temps de jaser un petit peu. Mais surtout pendant la marche. Hein? Oui, c'est ça. Puis quand on vient un peu de l'extérieur aussi, c'est cool, parce qu'on rencontre du monde, puis on découvre la culture québécoise, puis des gens, donc voilà, on jase. Donc voilà, Nicole Trudeau m'a raconté plein de choses de sa vie. Elle m'avait dit qu'à 18 ans, elle était partie à Paris en ayant une déficience visuelle. Puis partir à l'époque, c'est pas comme partir maintenant qu'on a Skype, qu'on a les cellulaires, qu'on a tout ça. Nicole, ça fait bien longtemps qu'elle était partie à ses 18 ans, donc il n'y avait pas tout ça. Donc j'étais super admirative encore. Et ça a été comme une expérience parmi tant d'autres, parce que tu as rencontré plein d'autres gens par la suite aussi. Oui. Et là, bon, tu disais ça, c'était une activité un samedi. Et là, par la suite, est-ce que tu l'as fait de façon régulière? Tous les samedis. Tous les samedis. Oui, tous les samedis, ouais. C'était ma sortie sportive. Puis voilà, c'était ma sortie de la semaine. C'était pas mon bénévolat, c'était ma sortie de la semaine. Donc, Stéphanie qui s'implique encore énormément dans le milieu des non-voyants, qui est devenue une bénévole dont on ne peut plus se passer, et il y en a plein d'autres aussi, et on est toujours aussi à la recherche de bénévoles, donc n'hésitez pas à trouver votre style de bénévolat et de manifester votre intérêt pour vous impliquer. Maintenant, troisième extrait avec un autre bon ami à moi que j'ai connu aussi par l'entremise de Point par Point. Il s'appelle Stéphane Pilon. Stéphane est venu nous voir, connaissez-vous, le 26 mai, toujours 2017. C'était l'émission numéro 13. Une émission qu'on pourrait peut-être dire qui porte malheur, un numéro d'émission qui porte malheur, mais non. Parce que Stéphane a été très drôle. J'avais quasiment envie de l'appeler
disons, Stéphane Rousseau. Parce que l'extrait que j'ai choisi de vous remémorer aujourd'hui, si vous aviez déjà écouté l'entrevue avec Stéphane, parce que Stéphane, c'est un grand amateur de plein air, puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de non-voyants qui aiment faire du plein air, et ce que Stéphane nous parle aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait accessible. Il s'agit de la marche, mais vous allez voir que quand on met le petit côté humoriste à Stéphane Rousseau, Stéphane Pilon, ça donne des moments de fou rire assez inexplicables et incontrôlables. Alors, voici Stéphane Pilon, émission 13, 26 mai 2017, qui vous parle de ses activités de plein air. Il n'y a rien de mieux pour moi que d'aller dans la nature. C'est le fun d'être entouré de gens, tout ça, mais on le sait, tout le monde est pressé, tout le monde est tanné, ça klaxonne, les voisins, la musique, tout ça. Fait que pour moi, de me retrouver dans la nature avec rien autour de moi que des arbres, puis les oiseaux, les ruisseaux, puis des bonnes grandes marches en forêt, ça me fait vraiment du bien. Puis, c'est ça, quand l'été vient, là, j'aime bien ça, aller passer des fins de semaine. Puis j'ai la chance d'avoir un ami, Vincent, que je salue. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. C'est ça, grâce à lui, parce qu'il connaît tous les coins partout au Québec, au Canada. J'ai pas sorti encore dans les grosses places, comme des montagnes, tout ça encore. Peut-être cet été. Mais il m'a fait connaître pas mal de coins, là, Chouaguin, le Sentier National, le Pont Suspendu, des places comme ça. Puis j'ai la piqûre, là. C'est de te retrouver sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau, puis faire un feu de camp, après ça te coucher dans ton hamac ou dans une tente. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais je pense que toi aussi, j'ai essayé quelques fois de t'amener faire du camping, mais... Ça, là, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Mais vous en faites, vous aussi, des activités plein air, si je me trompe pas. Oui, on fait de la randonnée, on fait du vélo, du tandem. Avec la SAM, l'Association des sports pour aveugles de Montréal. Mm-hmm. Et eux autres, ils en organisent des fois des fins de semaine de camping. Ah oui? Tout ça. Ils avaient fait l'été passé là, dans les tipis. Là, je t'avais montré. Les tipis. T'avais-tu été? Non. Ah. Ils n'ont pas réussi à m'amener là. Non. Mais, encore un autre lien, c'est que des non-voyants peuvent le faire. Là. Ça se fait quand même. Là. Ça demande un peu d'équipement quand même, okay. Mais tu le sais. Oui. Quel genre, qu'est-ce que tu dirais que ça prend, mettons, quelqu'un là qui a rien puis qui voudrait là essayer, peut-être là, tu sais, voir. Ça dépend exactement quoi. T'es pas obligé. C'est sûr que surtout dans ce domaine-là, tu peux te dépanner avec des affaires que tu achètes au Canadian Tire, là, mais ça fait son temps. Le dicton qui dit t'as pour ce que tu payes, c'est vraiment vrai pour qu'est-ce qui est l'équipement pour le plein air, de mon expérience. Parce que, évidemment, tu commences, tu ne veux pas trop mettre d'argent, tout ça. Mais ça dépend de l'activité. Pour disons, la randonnée en forêt, les souliers de randonnée, c'est super important. Moi, j'avais commencé au début, j'avais pas vraiment de souliers. C'est les souliers de tous les jours que je mets. Puis, ça l'a fait quand même la job. Mais quand tu marches un 4, 5, 6 heures de temps à monter des roches, tout ça, ça paraît. Donc, des souliers, c'est super important. Souvent, il y a des grands spéciaux en début de saison, puis en fin de saison, dans les magasins de plein air comme Cell ou Mec, des affaires comme ça. Ça, c'est important. Puis, disons, pour la randonnée, un sac à dos, beaucoup d'eau, la nourriture pour garder les calories que tu brûles quand même assez rapidement. Si possible, là, c'est ça dépend de la circonstance, mais moi, j'aime ça le faire tout seul, mais c'est vraiment suggéré d'être tout le temps accompagné de quelqu'un parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, tu peux glisser, tu peux te blesser, puis là, ça peut devenir dangereux. Sinon, pour qu'est-ce qui est camping, tout ça... Mais juste pour la marche, là, est-ce que les bâtons de marche, c'est bon, ça? Oui, ça, je te dirais, je commence tout juste avec ça. Puis ça, c'est une autre anecdote que je pourrais te dire. J'ai jamais utilisé de bâton de marche du tout. Mes camarades, ils en ont jamais eu non plus, donc j'ai jamais été comme...
tenté à m'en procurer. OK. Mais quand t'as montré à quel point que, que j'aime le plein air, quand je suis pas en train de faire du plein air, puis je suis à la maison, au lieu d'écouter des émissions de TV, là, 4,5 ou... 4,5. Je sais pas c'est quoi les émissions qui jouent de ces temps-ci. Les trois frères, là. Ouais. Les petites prairies d'en haut, c'est quoi donc? C'est quoi les émissions de nos jours? Là, c'est quoi que les jeunes écoutent de nos jours? Non, écoute plus ça à la télé, moi. Non? Eh non. Watatata, ça existe. What? Ça existe encore? Stéphane, comment? Ok, excusez, là, on est en 1990. Mais c'est ça, c'est que moi... Watata. C'est ça, c'est qu'au lieu d'écouter des émissions de TV, je vais souvent écouter sur YouTube des vidéos de gens qui font justement des randonnées, du camping, comme ça. Ça me met dans le mood, si tu veux, de la nature pendant que je suis à la maison, puis ça me prépare mentalement pour quand la fin de semaine arrive. Puis, je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais oui, c'est ça, c'est dans ces vidéos-là, il y a bien des gens qui ont des bâtons de marche. OK. Puis, oui, c'est un fait, c'est vraiment... C'est différent la marche avec des bâtons. Puis je te dirais que c'est surtout important d'avoir des bâtons quand on descend, quand on revient ou peu importe sur notre chemin, si on descend à piquement, parce que c'est sur les genoux, c'est tous les genoux qui prennent l'impact. Alors que si tu as les bâtons, tu viens comme je sais pas, comme un singe, si tu veux, là, ça l'extend tes bras, donc tu peux absorber une partie de la pesanteur. Je pense que c'est jusqu'à 40% de ton poids sur les bâtons. Donc au lieu que ce soit les genoux directement qui prennent le coup, les bâtons, ça peut aider vraiment beaucoup. Et cher Stéphane, hein, qu'on s'ennuierait donc sans toi. Mon prochain invité, ça a été une émission très comique aussi. C'est un bénévole que j'ai connu au Conseil canadien des aveugles de Longueuil lors d'une assemblée générale. Donc, c'est une assemblée, c'est une activité même que je pourrais dire qui se veut habituellement assez, formelle. Il n'y a pas tant de place que ça à l'amusement, mais je vous dirais que dans les principales associations que je connais, habituellement quand même, on fait un souper et un bingo après. Bref, mon invité de l'émission 18, mon prochain voyant, je ne le connaissais pas beaucoup, mais quand je lui ai demandé de participer à l'émission, il a tout de suite accepté et on s'est rencontrés et on a fait l'entrevue. Il nous a parlé de toutes sortes de choses parce que lui, il étudie en physique. Ben, là, peut-être que ses études sont terminées, mais au moment où on a enregistré, il était étudiant en physique. Mais c'est pas de ça qu'il va vous parler dans l'extrait. Il va vous parler d'une expérience de guidage avec un non-voyant qui aurait pu avoir quand même des conséquences assez, assez fâcheuses. Mais bref, voilà comment il a été introduit dans le milieu des non-voyants et comment il a commencé, comme je vous le disais, à guider des personnes aveugles. Donc, émission 18, 30 juin 2017, Godefroy Bordua. Mais quand tu as dit, je ne savais pas comment guider la personne, est-ce que ça s'est fait assez bien, assez vite, ça, pour toi? Ben, j'imagine que oui, puisque tu as commencé à venir plus régulièrement aux activités, mais l'aspect là de te rendre comme, j'allais dire utile, mais il y a tellement de façons de se rendre utile, là. Mais là, quand tu guides quelqu'un pour jouer au quai, c'est quand même assez... Moi, je guide pas personne. J'ai pas... Ce que je me suis aperçu avec les années, c'est que moi, je suis pas capable de guider parce que j'ai comme pas la notion des distances, si tu veux. Quand je vois... n'ayez pas peur, quand je conduis bien. Mais pour moi, 5 mètres ou 10 mètres, je suis pas capable de te dire la différence. Pour moi, c'est comme... C'est à côté. C'est pas proche, mais c'est pas loin. Puis c'est loin. Moi, je suis capable de ça. Puis je suis pas capable de vraiment comme dire OK, là, t'es droit. Parce que moi, comme mes yeux fait que mes lignes, ils se coupent. Okay. Comme c'est bizarre, on n'a jamais vraiment compris ce qui se passe. On a juste remarqué que mes lignes, à un moment donné, quand je regarde une ligne continue, elle se coupe en deux.
OK, mais toi, ça t'occasionne pas de problème? Non. Ben, ça s'est toujours arrivé. Si on a juste aperçu ça comme ça. OK. Parce qu'une fois, j'ai regardé l'autobus sans mes lunettes. Puis j'ai comme fait, pourquoi 29 est écrit tout croche? Je sais bien qu'on parle de la RTL. Ils sont pas le meilleur équipement au monde. Mais là, c'est juste horrible. Là, je mets mes lunettes puis tout était beau. J'ai fait, il y a quelque chose qui marche pas, là. OK. C'est que dans le fond, mais le problème, c'est plus que tu aurais de la misère à dire à une personne, bon, ben, dans 2 mètres, tu vas avoir un obstacle, puis d'évaluer un peu comme pour la personne. Ben, j'arrive quand même à me débrouiller pour les distances parce que j'ai appris à la longue. C'est comme si je guide une personne semi-voyante ou non-voyante, je vais être capable de dire, OK, arrête-toi. OK. Mais quand c'est très très court comme instant, ben là, je vais peut-être un petit peu plus... Comme ce que je veux dire, c'est que si, mettons, il y a une personne semi-voyante qui arrive, puis que moi, je viens juste d'arriver, le déclic risque de prendre un petit peu. Ça l'a fait il y a quelques années avec Martin. Je m'en veux encore cette fois-ci. C'est encore maintenant. Qu'est-il arrivé? Il est venu me voir. C'était à Sainte-Jeanne-du-Fresnois. Oui, ou un curé poirier. Ou oui. un curé poirier. Puis au sol, c'est qu'il y a des grosses colonnes pour tenir comme l'établissement au-dessus. Mais au milieu de la pièce. Oui. Puis Martin est venu me parler, tout ça. Puis il s'est retourné. Puis il a commencé à marcher, mais en direction de la colonne. Puis mon cerveau, il a jamais cliqué. Le seul truc que mon cerveau a fait, c'est... Oh, c'est pas grave, mec, il le voit, il va se tasser. 30 comme ça a pas pris 5 secondes, mon cerveau a fait... Wait, il le voit pas! Je fais juste me lancer pour aller l'arrêter. Mais il a quand même pogné le bin. Ah non. Mais c'est pas grave, il m'en veut pas, mais je me sens encore mal. On passe d'un bénévole du CCAL à une autre bénévole du CCAL. Il s'agit de Madame Josée Blanchette, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez. Une dame qui peut être très comique, qui a un rire assez communicateur aussi, et qui voulait elle aussi venir parler à Connaissez-vous. Et là, si vous vous souvenez bien, à l'émission 25, on avait reçu Martin Morin, qui est son conjoint, et qui nous avait expliqué sa version de comment il avait rencontré Josée. Et je lui avais dit à ce moment-là que lorsqu'on recevrait Josée, on allait lui demander sa version des faits. Alors, vous me connaissez, ou ceux qui ne me connaissent pas le savent, j'ai tenu parole et j'ai reçu Josée à Connaissez-vous, et je lui ai demandé de nous raconter comment Martin s'y était pris, dans le fond, pour attirer son attention, et c'est le cas de le dire. Donc, émission 30, 17 novembre 2017, Josée Blanchette. Oui, c'est un petit peu farfelu, c'est sûr, mais ça faisait déjà quand même un bon bout de temps que moi, je le côtoyais, que je le croisais, que je le voyais. Mais tu le crois je le croisais à la Bouffe Royale, là, au restaurant, parce que c'était un ami d'un de mes amis, d'une connaissance. Et puis c'est ça, moi je trouvais que Martin au début je le trouvais fin, mais je le trouvais pas très sympathique. Je trouvais qu'il y avait pas de jasette je le trouvais plus antisocial que d'autres choses. À ce point-là, parce que là c'est pas le Martin. C'est pas le Martin que je connais. Non, mais laisse-moi parler de Martin, laisse-moi t'expliquer. Excuse-moi, je vais boire de l'eau en attendant. C'est que à cette époque, on pouvait encore fumer dans les restaurants et tout ça, puis Martin, il fumait sa cigarette assis dans son coin, puis il écoutait et il constatait, mais il parlait pas. Mais en même temps, il était avec 2 verbomoteurs. Donc, vu que moi et ma connaissance, on parlait, Martin avait pas le temps de parler, tu comprends-tu? Fait que pour moi, il me semblait un petit peu antisocial. Pas vouloir prendre sa place. Dans le fond, c'est parce qu'on lui en laissait pas de place non plus, là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, une journée, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que,
parce que mes parents puis moi, on allait souvent manger là, à la Bouffe Royale, parce que ma mère connaissait bien monsieur et madame Royal, les propriétaires de la bouffe. Puis, c'est ça, on est allé manger, puis ça a donné que je suis restée pour jaser avec mon ami gars, dans le fond. Puis là, je jasais. Puis quand on est venu pour partir, la serveuse, elle a fait une blague. Elle a dit si vous faites le mal, faites le bien, ou quelque chose comme ça. Puis on s'est mis à rire, puis tout ça. Puis là, finalement, on est sorti du restaurant. Puis moi, j'ai décidé finalement de rentrer. Je sais pas pourquoi, mais j'avais le goût d'aller continuer de jaser avec Francine, qui était serveuse à cette époque-là, qui, elle aussi, maintenant, est plus là. Dans le fond, elle est partie... par la maladie et tout ça. OK, elle est décédée. Ouais, elle est décédée. OK. Puis la bâtisse de la Bouffe Royale n'est plus là. Oui, la bâtisse n'est plus là non plus. Monsieur Royal n'est plus là non plus. Tu sais, c'est comme tout le monde est parti. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que finalement, je suis rentrée. Puis là, je me suis assise au comptoir. Puis je me suis mis à jaser avec Francine puis tout ça. Puis à un moment donné, qui arrive pas dans la place, ce beau grand jeune homme-là, avec son chien guide puis tout ça. Puis là, c'était drôle parce qu'au début, il était assis à un bout du comptoir, puis moi, j'étais assis à l'autre bout du comptoir. Puis là, dans le fond, moi, je parlais avec Francine, puis Martin parlait avec Francine aussi. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à parler comme les deux versus avec Francine. Fait que on se parlait les trois ensemble, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte que, il parlait, là, puis il y avait plein d'affaires intéressantes à dire, ce gars-là, finalement, là, tu sais. Mais ça faisait déjà une bonne période, là, on se côtoyait, là, ça, mais là, comme je te dis, il me parlait presque pas, là, il fumait sa cigarette, il écoutait, il constatait. Mais là, cette journée-là, on s'est mis à jaser, puis tout ça, non, tu sais. Puis là, il mangeait du spaghetti. Il avait commandé un spaghetti, puis là, il mangeait du spaghetti. Puis là, finalement, tu sais, à un moment donné, le pauvre gars, il a échappé de la sauce à spaghetti sur son chandail. Puis là, tu sais, moi, tu sais, bien fine comme je suis, je me suis dit, pauvre gars, je vais aller y aider, tu sais. Fait que j'ai essuyé la tâche de spaghetti, puis tout ça, puis là, finalement, c'est ça, tu sais, au lieu d'être à l'autre extrémité du comptoir, mais j'étais rendu vraiment proche être assez proche vraiment de lui. Il y a eu le rapprochement, là. Ouais, tu sais, on était assis plus à proximité, tu sais. Puis là, finalement, on s'est mis à jaser. Non. Puis, là, à la fin de la soirée, il est venu me reconduire chez nous, pis tout ça. Puis, il était bien fin, pis tout ça. Mais là, finalement, on a passé la nuit à se parler au téléphone. Puis là, à 6h moins 10, à peu près le matin, il me dit... parce que là, on avait passé vraiment toute la nuit au téléphone, là. Là, il me dit, il va falloir que je te laisse. Il dit, parce qu'il faut que je prenne ma douche, parce que je m'en vais travailler tantôt. Là, je fais comme, là, t'aurais dû me le dire, tu sais. Fait que finalement, c'est ça, tu sais. Puis... lui, il a pris sa douche, puis il est parti, il est allé travailler, tu sais. Puis là, à un moment donné, il m'a appelé, puis il me dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour aller m'acheter un système de son. OK, pas de problème. Fait que j'étais allée avec lui, tu sais, regarde, moi, je voulais être fine, là, tu sais, je suis serviable, là, tu sais, puis... Ouais. Fait que j'étais allée avec lui acheter le système de son, puis tout ça. Puis là, après ça, tu sais, veut pas, il avait besoin de mes yeux pour y aider à installer le système de son. Fait que j'étais allée chez eux, puis tout ça, puis j'ai installé j'ai branché les fils, puis tout ça. Puis là, on s'est mis à jaser, puis tout. Finalement, on s'est endormis dans le lit. Tous les deux couchés un à côté de l'autre. Mais on n'était pas en couple encore, là. On était juste des amis, là. On s'entend, là. Oui. Fait que... Sauf que, tu sais... Finalement, tu sais, sa tactique de la sauce à spaghetti, là, tu sais, moi, je le savais pas, là. Mais c'était une tactique, là. Parce que Martin ne mangeait jamais de repas en sauce quand il était au restaurant. Sauf qu'il avait dit à Francine qu'il tripait mon cas. Mais moi, je savais pas ça, ce bout-là. C'est ça. Mais il avait dit à Francine, le jour où je vais te dire de me préparer un spaghetti, c'est parce que il va avoir un... Le plan, là. Le plan va se mettre en branle. Le plan, c'est que je vais m'en échapper dessus. Mm-hmm. Puis, demain, elle va se rapprocher, là. Mais Francine, elle le savait. Mais moi, je savais pas, là. Tu comprends-tu? C'est ça, puis t'avais pas vraiment de signe non plus. Non, puis moi, je pouvais pas savoir que Martin avait un œil sur moi, c'est sûr, là. C'est ça, c'était pas... Même pire que ça, c'est que je m'étais fait tirer aux cartes, moi. Puis la dame, elle m'avait dit que je rencontrerais un homme avec les cheveux pâles,
puis que ça faisait un bon moment qu'il y avait un œil sur moi, puis tout ça. Mais comment tu penses que je peux m'imaginer que c'est Martin, cet homme-là? Parce que, tu sais, oui, OK, il a les cheveux pâles, Oui, mais qui parlait tu sais, pas. moi, je pouvais pas savoir que Martin avait un œil sur moi. Il voit pas. Donc, vu qu'il voit pas, je peux pas. Tu sais, normalement, le gars, il va te draguer avec du regard, là, Oui, tu il sais. peut avoir un signe... Mais là, lui, verbal, je pouvais pas le savoir, là, ouais. je pouvais pas détecter. Alors, cher Martin, cher José, que ferions-nous aussi sans vous? Parce qu'on sait que vous mettez beaucoup de temps dans les entreprises dans lesquelles vous vous impliquez. Hey, on passe maintenant à 2018 et on retourne chez Point par Point avec un collègue qui lui aussi, dans le fond, s'est lancé, s'est jeté à l'eau au micro de Connaissez-vous parce que au moment où on a fait cette entrevue-là, ça faisait pas très longtemps qu'il était chez Point par Point et il a dit quelque chose que moi, ça m'a tout de suite sonné une cloche, puis je lui ai demandé de venir nous en parler. L'extrait choisi est très court quand même, mais il a écrit un livre, notre invité de cette émission-là, et il en a parlé de son livre et il n'est pas accessible en version audio, mis à part que par le biais d'un concours qu'on a fait et que le gagnant se méritait une copie audio de ce livre. Mais si vous êtes minimalement débrouillard, je pense que vous seriez capable de mettre la main sur ce livre-là. Et mon invité s'appelle Frédéric Charbonneau et il nous raconte comment, à 15 ans, il a eu l'occasion de commencer à écrire son premier livre. Alors, émission 38, 2 février 2018, Frédéric Charbonneau. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler mon premier livre, oui. Comment c'est venu un peu ton idée de livre? Est-ce que tu avais déjà comme une petite routine d'écriture à ce moment-là? Comment que ça... Non, au début, j'avais vraiment aucun guide, si on veut. Je venais de lire un livre qui s'appelait Ce monde de ténèbres de Frank Peretti. OK. Ça m'avait beaucoup inspiré. Je m'étais inspiré de son concept, en fait, pour faire une histoire complètement différente. Puis, au début, j'écrivais vraiment ce qui me venait en tête. J'ai fait... ça donnait près de 200 pages. Quand même! Oui, ça a été le premier, mais je l'ai réécrit 2 fois. En fait, après l'avoir écrit une première fois, je l'ai réécrit 2 fois complètement. Ah, tu veux dire, tu repartais de zéro ou tu repartais... Je repartais du même texte, mais je changeais tout. En fait, c'était même pas une correction ou une amélioration. Oui, c'était une amélioration, mais... C'était plus reconnaissable. C'est ça, c'était complètement un autre texte. En fait, la première fois, je l'ai écrit à la main. Oh, OK. Oui, je l'écrivais à la main. Ensuite, à 16 ans, j'ai reçu un ordinateur portable parce que je m'intéressais à l'écriture. Donc, je l'ai réécrit de mon texte original à l'ordinateur. Puis, en le réécrivant, j'ai fait beaucoup de changements. Ça a fait que c'était complètement méconnaissable. Puis, dans ces changements-là, une des dernières parties du livre, je l'ai écrit à la première personne. Puis, j'ai trouvé que ça enrichissait tellement le texte que j'ai tout réécrit à la première personne par la suite. OK. C'est que toi, là, ça te faisait pas peur, là, de reprendre ton texte, de le modifier, de changer la personne, tout ça, c'était un défi, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Ça faisait partie de l'expérimentation, là. Tout était nouveau, là. Tout était à découvrir. OK. C'est que ton premier ordinateur, toi, ça a été pour écrire. Ça n'a pas été pour faire de l'Internet, faire des jeux vidéo, tout ça, ça a été vraiment... Oui, il y avait un peu de jeux d'Internet et tout ça, mais le but, c'était vraiment pour l'écriture, puis je peux dire que ça a servi beaucoup pour ça. Alors, tantôt, je vous parlais de Stéphane Pilon. Stéphane Pilon, qui est toujours lui aussi chez Point par Point,
qui s'occupe du département audio, et Frédéric Charbonneau, lui, c'est un petit peu notre homme à tout faire. Il s'occupe plus du e-text, lui aussi, mais il s'occupe de faire de l'impression de documents, de la reliure, de l'expédition. C'est un peu notre commis à tout faire. Alors, deux autres personnes qui font en sorte que c'est agréable de travailler chez Point par Point. Et ma prochaine invitée, c'est une dame que plusieurs aussi connaissaient, parce que c'est une actrice, c'est une grande dame aussi qui a fait du théâtre et qui maintenant prête sa voix à des livres audio. Et elle s'appelle Anouk Simard. Et Anouk, avec beaucoup de générosité, a accepté de participer à Connaissez-vous. Mais bien au-delà de sa participation, on se parle souvent parce que c'est une dame très généreuse de son temps, de ses expériences, et avec qui c'est très agréable de discuter. Et au micro de Connaissez-vous, je n'ai pas pu faire autrement que de lui parler de certains de ses rôles qu'elle a tenus à la télévision et dont je me souvenais. Et c'est avec un très grand plaisir, et moi avec un très grand bonheur, que je l'ai écouté nous en parler. Donc, Anouk Simard, émission 46, elle est venue nous voir le 30 mars 2018. Ah oui! Ginette. Ah oui! Et Ah oui. ça, c'était drôle. Ah oui, ça c'était... J'ai adoré faire ça. Quelle équipe! En plus, on avait tellement de plaisir. Puis oui, ça c'était extraordinaire. Puis elle était tellement over. Et là, hein? Elle était vraiment, tu sais, comme un peu trop maquillée, un peu trop coiffée, un peu trop... Puis tout le temps parler fort, à parler vite. Ben remarque, j'ai un peu de ça, hein. On donne toujours un peu de soi à l'intérieur de nos personnages, mais quand même. C'était pas trop difficile à jouer? Non. Bon. Ça, j'ai juste d'ajouter un peu plus que ma personnalité. Caricaturer. Oui, c'est ça, parce que ça restait une comédie. Puis c'était quand même aussi Claude Dubois qui écrivait les textes. C'était le même auteur que du tac au tac. Alors on se connaissait, alors il écrivait pour moi aussi, tu vois. Fait que il y avait toujours un côté un peu candide et naïf au personnage qui m'écrivait, parce que je sais pas, il me voyait comme ça, lui, mais pourtant je suis pas quelqu'un de si candide que ça, là, il est pas si naïf que ça, mais c'est vrai que je peux paraître ça sur certains côtés. Fait que oui, c'est facile pour moi de jouer ça, tu vois. Ouais. Mais bon, parce que ça a été quoi ton dernier rôle à la télé? Est-ce que ça a été c'est l'année passée. Ah, ok. Oui, l'automne dernier, avant Noël dernier, j'ai fait, ça a passé en février 2017, là, j'ai fait au secours de Béatrice, une apparition dans un des épisodes. OK, j'ai fait, madame m'appelait Madame Ebola, là, une femme qui travaillait en Afrique, puis qui avait pris un virus, qui pensait que c'était l'Ebola, mais j'arrivais à l'hôpital, puis là, tout le monde est en quarantaine, puis je provoque, si tu veux, une sorte de panique un peu, à l'intérieur de l'hôpital, puis voilà. Puis alors, c'était quand même, là, je suis malade, et c'était intéressant, c'était pas immense, mais c'était quand même un rôle qui exigeait quand même une qualité là de vérité pour pouvoir vraiment savoir croire que j'étais vraiment très malade, puis aussi qui déclenchait, si tu veux, quelque chose dans l'hôpital. Alors dans ce sens-là, c'était intéressant. Mais c'est une des choses que j'ai faites l'année passée, mais c'était vraiment épisodique, et c'était vraiment aussi, c'est comme si j'acceptais de faire ça parce qu'il y avait, pour des raisons, parce que je les connaissais, c'était des amis, tout ça, puis j'ai pas pu refuser, tu vois. Mais disons parce que maintenant, j'en fais plus maintenant. C'est ça que tu me disais, ça que là, ça m'a surpris un peu, que tu me dises 2017. Le dernier rôle vraiment régulier, la série régulière, ça a été Le Retour, tu vois, en 2000, donc ça fait un bout de temps. Hein. Il y a eu des petites choses après, mais tu sais, pas majeures, là, juste pour dire que je vais faire des apparitions. Puis j'ai joué aussi au théâtre après. J'ai fait quand même un peu de théâtre, puis j'ai fait aussi une tournée pendant 4 ans, une tournée avec Enfance Jeunesse d'une troupe de Québec, à travers le Québec, en théâtre. J'ai fait ça aussi dans les dernières années. Là où j'ai arrêté vraiment officiellement, c'est depuis 2014. Ou vraiment, je pense. Oui, 2014, à peu près ça. 2013,
2014, ouais. Où là, vraiment, je fais plus de théâtre et je fais plus non plus de télé ou non. Et bon, je vais poser... Pourquoi? Ouais, mais moi, je veux savoir, est-ce que tu as vu beaucoup... parce que nous, en tant que téléspectateurs, on entend... Puis là, je veux pas te mettre dans l'embarras en te demandant ça, mais tu sais, en tant que téléspectateur, on entend souvent... Bon, le théâtre, c'est énormément de travail, souvent pour le nombre de représentations que vous allez donner. La télévision, ça se fait quand même assez rapidement. Est-ce que tu as vu comme une évolution, un changement entre, admettons, le début de ta carrière et le moment où tu as décidé d'arrêter? Est-ce que ça... Oui, mais ça c'est certain. C'est certain que moi, tu vois, je viens d'une génération où la manière de faire le théâtre et la manière aussi de s'impliquer, de s'investir dans une série ou une télésérie ou un téléroman à l'époque, là, c'était des téléromans, puis après téléroman plus, et après ça télésérie, avec d'autres types de budgets, puis tourner surtout cinéma. Mais avant, moi j'ai quand même la génération où on tournait avec 3 caméras, puis c'était même pas encore des caméras numériques, là, ok? Alors c'est 3 grosses caméras là, qui se promènent sur le plateau, et qui, une caméra prend le plan large, l'autre prend le gros plan sur un des intervenants, des acteurs, puis là ensuite l'autre caméra sur l'autre, et puis bon, après ils font un montage. Mais alors que là maintenant, je veux dire, c'est tourné caméra, il y a des extérieurs, bon, et ça c'est merveilleux, c'est tourné cinéma. Moi j'en ai fait du cinéma aussi. Non, c'est pas à ce niveau-là c'est pas au niveau de la technique, et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est plus rapide. C'est sûr que ça contribue, le fait qu'aujourd'hui on tourne très très rapidement, ça contribue à créer une sorte de stress supplémentaire d'un métier qui est déjà assez stressant, parce qu'il faut que tu performes sans arrêt, tu vois. Il faut toujours que tu sois ton meilleur, il faut toujours que tu saches ton texte, il faut que tu sois à la hauteur, il faut, tu sais, t'es vu là, tu sais, c'est toi qui es là devant la caméra, c'est le gars qui éclaire, si son éclairage est plus ou moins défectueux, on ne fera pas trop d'histoire, mais toi si t'es pas à la hauteur, soit qu'on va le remarquer, ou soit qu'on t'engage plus, ou si t'es pas dessus, tu sais pas ton texte, bon. C'est ça. Alors c'est un métier comme les autres, ça s'apprend, et il faut avoir un tempérament vraiment particulier, je dirais, être capable, en tout cas, d'être capable de gérer le stress et de pas avoir peur non plus, de pas trop non plus avoir d'insécurité financière, parce que c'est un métier que si t'es pas capable de vivre avec pas savoir que tu vas avoir un salaire récurrent sans arrêt, comme je sais pas, c'est comme cette fonctionnaire par exemple, tu sais, tu vas avoir ton salaire tout le temps, chaque semaine, et tu vas avoir même ta pension. Alors que là, nous, je veux dire, est-ce que tu vas faire une série, est-ce que tu vas en faire une autre après, tu fais une production de théâtre, est-ce que tu vas en faire une autre après? Tu le sais pas. Hein? Alors, il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Et moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai une confiance, j'ai jamais rien manqué. Je veux voyager léger sur cette terre, en ce sens que j'ai pas de biens, je me suis jamais alourdie de biens matériels qui vont faire en sorte que je suis obligée de m'en occuper sans arrêt, puis je suis obligée d'avoir trop de choses à gérer, parce que c'est pas ça que là-dedans que je veux mettre mon énergie. Je vais mettre mon énergie ailleurs. Alors, je l'ai toujours mis ailleurs que là. Donc, j'ai eu des périodes moins, quoique ça a tellement toujours bien été à partir du moment où je suis sortie, depuis je me croise les doigts, puis je remercie le ciel, j'étais vraiment chanceuse. J'ai sorti de l'école et j'ai toujours très très bien gagné ma vie avec ça. Beaucoup plus que maintenant. C'est un choix aussi de dire que tu vas comme laisser ça doucement, parce que ça veut dire aussi que tu vas travailler beaucoup plus d'heures pour faire le même salaire. Si tu veux avoir le même salaire, parce que veux pas, c'est quand même, si tu travailles beaucoup, si tu fais des séries, quoi que ce soit, puis que ça va bien pour toi, tu peux avoir une vie quand même plus aisée que si tu je sais pas, ça dépend ce que tu fais là, mais je sais pas, si tu vends des toiles, par exemple, puis que ça prend du temps avant que tes toiles se vendent, tu sais. Oui. Il faut que tu en vendes quand même beaucoup, régulièrement. Puis régulièrement. Mais en même temps, je veux dire, il y a un tout petit pourcentage d'acteurs qui vraiment gagnent très très bien leur vie avec ça. Un petit peu plus qu'à mon époque quand même, mais parce qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus de
place pour pouvoir aussi se produire, il y a plus de postes de télévision, il y a plein de choses, il y a le web, il y a le net, il y en a beaucoup. Alors, tu peux pas dire que c'est pas parce que tu fais pas partie d'une série Radio-Canada que que tu gagnes pas bien ta vie puis tu travailles pas. Mm-hmm. Il y en a plein de façons de gagner sa vie avec ce métier-là. Fait qu'il faut pas jamais se décourager si quelqu'un veut le faire. Tantôt, j'ai fait une petite erreur de rien du tout. Je vous ai dit que nos extraits couvraient de mars 2017 à mars 2018, mais c'est pas tout à fait vrai parce que notre dernier extrait qu'on va vous faire entendre aujourd'hui, et oui, déjà le dernier extrait, c'est novembre 2018. Donc, c'est une petite erreur de rien du tout. Et notre émission a été enregistrée. Il y en a qui vont dire, coudonc, étiez-vous dans une église? Mais ce n'est pas dans une église qu'on nous étions, mais on était au monastère, là où sont les locaux de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Et mon invité, qui était le 16 novembre 2018, l'émission numéro 65, s'appelle Lucille Lebien. Et c'est une dame qui est venue nous voir à plusieurs reprises de la France. Et ce qu'elle va vous raconter aujourd'hui, dans le fond, c'est comment elle a fait pour trouver un stage d'études à distance, un appartement à distance et comment s'est passé son premier voyage au Québec. Et par la suite, bien, elle est revenue et comme elle le dit, ce n'était pas nécessairement voulu, mais c'était bien le destin. Alors voici comment le destin s'est manifesté à elle. Émission 65, 16 novembre 2018, Lucille Lebien. C'était un stage dans la Société pour les enfants handicapés du Québec. Ah, ok. Donc, ouais. Un lien quand même avec le handicap. Ouais. Et puis là, c'était beaucoup, surtout de l'événementiel, un peu de communication aussi. Mais c'était le début des études, donc c'est le genre de stage où on fait pas grand-chose et où on fait juste des petites bases de données ou pas des choses très intéressantes. Vous êtes pas très impliqués. Non, c'est ça, on n'est pas très impliqués, puis on est encore jeune, donc on connaît pas encore le monde professionnel, c'est difficile de savoir, d'être autonome dans son travail, etc. En plus d'être loin de son pays. Ouais, exactement. Comment ça s'était passé, ça? Est-ce que tes parents étaient très inquiets? Oh non, c'est pas le genre inquiet, mes parents. Non, ils étaient contents pour moi que je parte. Puis... Que tu veuilles partir et que tu le fasses? Ouais, au contraire, ils étaient contents. Okay. Ils demandent que ça. Ok. Et donc ça s'est très bien passé. C'était juste 3 mois, c'est pas si long. 3 mois, ça passe très vite. Oui. Ça peut faire peur, mais ça passe très vite. Et puis c'est ça, on était 3 personnes de ma promotion étudiante à partir. Donc j'étais quand même avec 2 autres Français que je connaissais. Donc c'était pas partir seule à l'inconnu total. Que tu connaissais déjà bien ou que tu as connu plus dans le cadre du voyage? Je les ai connus plus dans le cadre du voyage. Ok. Ouais. Et là, vous êtes arrivé ici, vous aviez un appartement, comment ça fonctionnait? Ouais, c'est ça, on a trouvé un appartement avant de partir, depuis la France. On a regardé Kijiji tous les jours pendant des semaines avant de trouver quelque chose. Puis on s'est trouvé une colocation tous les 3. Pendant des semaines, ça se fait quand même pas, là, en claquant des doigts. Non, c'est ça se fait pas en claquant des doigts. Je sais plus exactement combien de temps ça nous a pris, mais ça n'a pas été tout de suite fructueux. Et là, vous avez trouvé les 3 ensemble, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on voulait. On voulait trouver une colocation tous les 3. On s'était mis d'accord, puis on a trouvé. Donc là, votre stage, comme tu dis, ça n'a pas été le stage le plus épatant, là, dans le terme de tâches à faire. Oui, c'est ça. C'était pas le plus enrichissant professionnellement, mais moi, en tout cas, dans ma structure, j'étais très contente de travailler pour cette structure-là, une société pour les enfants handicapés. Et c'était quand même très intéressant, malgré le fait que j'ai pas fait des choses très intéressantes. Mais je pense que les premiers stages, c'est beaucoup ça, et je pense que c'est normal, en fait. Mais ça t'a quand même permis de connaître Montréal, Oui, c'est ça. En fait, pour moi, ce stage, ça a plus été une expérience à l'étranger plutôt qu'une expérience professionnelle. Ok, c'est comme
une occasion de voyager, Ouais, de c'est rester ça. 3 mois. Mes plus gros souvenirs, c'est ce que j'ai fait en dehors de mon stage, en fait. C'est sûr que je me souviens de ce que j'ai fait pendant mon stage, mais le plus gros de mes souvenirs et de mes beaux souvenirs, c'était tout ce que j'ai fait autour, la découverte d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays, c'est ça, d'une nouvelle culture. Et là, la question que je vais te poser, c'est parce que je vais faire un lien, bien sûr, avec ce qui s'est passé par la suite. Parce que je t'ai demandé avant d'ouvrir le micro, parce que là, je vais présenter les gens un peu dans le contexte, là. C'est que au moment où on se parle, tu as déjà quitté le Québec. Et là, je sais que ça fait drôle à dire comme ça, mais tu as déjà quitté le Québec. Mais bon, la première fois, après ton premier stage, est-ce que tu avais l'idée de revenir? C'est sûr que quand c'était encore tout frais, que je venais de partir, c'est sûr que je m'étais dit, j'aimerais ça revenir à Montréal, mais c'était pas un projet fixé où je m'étais dit, c'est sûr, je vais revenir à Montréal, je veux revenir. C'était pas prévu. En fait, là, je suis revenue à Montréal, mais c'était plus du hasard qu'autre chose. Je voulais aller à l'étranger et j'ai trouvé cette mission à Montréal. OK, malgré tout, c'est demeuré du hasard. Ouais. Ça c'est comme... Puis les 2 fois, ça a été du hasard, parce que pour mon premier stage, ça a été mon université qui avait une coopération avec un cégep ici à Montréal. Donc c'était cette opportunité-là, sinon je serais même pas partie à l'étranger pour faire mon stage. Ah, carrément pas à l'étranger. Ouais, non, c'est ça, j'aurais fait mon stage sûrement en France, très probablement. Là, c'était une opportunité de partir à Montréal, donc j'ai soumis un dossier, puis j'ai été sélectionnée. Et là, cette deuxième fois, je voulais partir à l'étranger, faire du volontariat, mais j'avais pas de pays en tête, je voulais juste trouver une mission qui me corresponde. Et ça a encore été Montréal. C'est le destin. Alors, merci beaucoup, Lucille, pour ton implication à toi aussi. Merci pour ton amour du Québec, que tu reviennes nous voir, que tu reviennes t'impliquer de différentes façons chez nous. C'est un plaisir. On a besoin de plein de gens comme toi, mais on est là pour te dire aujourd'hui à quel point on t'apprécie et à quel point on apprécie tous les bénévoles qui s'impliquent dans nos associations parce que on en a besoin et ce à divers niveaux. Je vous l'ai dit sûrement dans d'autres émissions, mais ça peut être très varié. Le bénévolat à effectuer dans nos associations, que ce soit dans les associations de loisirs, de sport ou de défense de droits. Donc, c'est assez varié. Je le disais au début, si vous avez le goût de vous impliquer dans du bénévolat, c'est important de trouver le style de bénévolat que vous croyez qui vous conviendrait. Et ensuite, bien, soit de téléphoner à l'organisme ou de lui écrire. Et c'est sûr et certain que vous allez trouver des tâches que vous allez aimer faire dans un endroit que vous allez aimer et que vous allez trouver agréable. Et comme on dit, un bénévolat dans lequel on se plaît va probablement durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour des personnes voyantes que j'avais envie de vous rappeler leur passage en 2017 et en 2018. On fera sûrement une prochaine émission pour 2019-2020 parce que ça se poursuit la venue des personnes voyantes à Connaissez-vous et ce sont toujours des entrevues qui sont agréables à faire et qui sont également appréciées. Donc là, on a fait un petit accro à nos habitudes en étant là le 25 décembre et le 1er janvier. Et la semaine prochaine, on reprend nos activités régulières à Connaissez-vous, c'est-à-dire nos entrevues régulières. Et là, je vais être pas gentil, étant donné que j'ai coupé mes vacances pour être avec vous. Je sais c'est qui l'invité la semaine prochaine, mais je ne vous dirai pas c'est qui. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un de très agréable.
c'est quelqu'un qui a donné et qui donne encore beaucoup au milieu des non-voyants, étant lui-même non-voyant, mais qui le donne toujours avec beaucoup de bonne humeur et qui a à cœur la tenue agréable que les gens qu'il aide, en qui il vient en aide, soient satisfaits et soient contents. Mais je ne vous dis pas c'est qui. Mais par contre, je vais vous re-souhaiter la bonne année. J'espère que ce sera une année qui vous apportera tout ce que vous souhaitez, qu'on puisse peut-être se rapprocher de nos proches, qu'on puisse peut-être renouer avec nos activités régulières. Mais ce que je vous souhaite, c'est peu importe ce qui se passera, peu importe ce qui arrivera, c'est qu'on soit capable quand même d'en tirer profit, de tirer du positif à travers le négatif et d'être capable de dire qu'on peut meubler notre temps sans trop s'ennuyer et sans tomber dans la déprime, parce que le nouvel an, ce n'est pas le moment de déprimer. Alors, bonne semaine à tous et de retour la semaine prochaine pour nos entrevues régulières à Connaissez-vous et pour une excellente année 2021. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!